Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon qui s'inscrit dans la suite de la précédente. Si vous ne l'avez pas encore apprise, le lien est en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons détailler le fonctionnement de la couche transport. Nous irons en profondeur pour chacun des protocoles TCP et UDP. Tout technicien, ingénieur en réseau, sécurité informatique doit maîtriser la structure d'un segment, d'un paquet, d'une trame, ainsi que tous les détails associés. Nous apprendrons également les notions clés utilisées par TCP qui font sa force, comme l'accusé de réception, la taille de la fenêtre, la retransmission en cas d'erreur ou la communication orientée connexion. Nous découvrirons également le rôle de chaque bit dans le champ drapeau et surtout le célèbre three-way handshake. Plusieurs captures Wireshark nous permettront d'illustrer nos exemples. Prenez un moment pour liker et partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est également le moment de le faire et cliquez sur la cloche de notification afin de ne rien rater du meilleur qui est à venir. Voici les objectifs que nous allons couvrir dans cette vidéo. Comprendre la structure d'un segment TCP et d'un datagramme UDP. Comprendre le fonctionnement du protocole TCP. Amorcer l'analyse des segments et des connexions réseau à l'aide des outils tels que Wireshark, que nous verrons en détail dans une prochaine vidéo. Ces trois premiers points nous permettront de comparer aisément TCP à UDP. À présent, commençons. Rentrons dans le vif du sujet. Supposons que nous avons un ami qui s'appelle Noah qui veut écrire un courrier électronique depuis son ordinateur afin de l'envoyer à un partenaire d'affaires qui s'appelle Mark, situé à l'autre bout du monde, pour le motiver à poursuivre le projet qui lui tient à cœur. Voici le contenu de son courriel. Il faut viser la lune, parce qu'au moins si tu échoues, tu finiras dans les étoiles. Cette citation d'Oscar Wilde est écrite dans un langage humain, à l'aide d'un logiciel de la couche applications comme Microsoft Outlook, Thunderbird, etc. Nous avons vu que la couche présentation va encoder son contenu avec par exemple UTF-8 ou UTF-16, puis le chiffrer avec l'algorithme AES à titre d'exemple également. Une session va s'ouvrir entre l'ordinateur de Noah, c'est-à-dire son client de messagerie, pour être plus précis, et le serveur de messagerie de son partenaire Mac. L'ensemble du message va parvenir au niveau de la couche transport. Seulement, c'est un message de taille importante, plusieurs mégaoctets par exemple. Un message d'une telle taille ne peut être acheminé directement sur le réseau. La couche transport va le segmenter en morceaux de plus petite taille. Nous aurons ici plusieurs morceaux. Nous avons vu que le service de messagerie utilise plusieurs protocoles d'envoi des messages. Dans notre exemple, supposons que le protocole SMTP/S est utilisé pour l'envoi. Cela signifie que le serveur de messagerie de Mac écoute sur le port 465. À la source, nous avons également un port qui va être généré sur l'ordinateur de Noah par son système d'exploitation. Supposons que ce soit le port 55 000. Les numéros de port source et destination vont faire partie de chaque segment constitué par la communication qui vient de s'établir entre le client de messagerie de Noah et le serveur de messagerie de son partenaire Mac. La citation initiale est segmentée en 4. Chaque segment disposant d'une en-tête, et nous aurons un résultat qui ressemble à ceci. Chaque segment avec toutes les informations dans l'en-tête
prêt pour le voyage de l'ordinateur de Noah jusqu'au serveur de messagerie de Marc. Comme c'est le protocole TCP qui supporte cette communication, l'entête prendra cette forme. Les 16 premiers bits sont consacrés au port source. C'est le numéro de port qui permet de distinguer au niveau de la couche transport de la machine quelle application est en train d'expédier le message. Les 16 bits suivants correspondent au port de destination. C'est le port qui, sur la machine de destination, permet d'acheminer le segment vers la bonne application. Un numéro de séquence de 32 bits permet d'identifier la position du premier octet dans un flux de données TCP. Un numéro d'accusé de réception de 32 bits qui permet le suivi des échanges, qui indique le numéro du prochain octet attendu par le récepteur. Par la suite, nous avons le data offset. C'est quoi le data offset? Le data offset indique à la machine de destination la taille de l'entête TCP en octets. Ce nombre doit être un multiple de 4, la longueur minimale étant de 20 octets et le maximum 60 octets. C'est sa valeur qui dit au récepteur où commencent les données dans le segment. Si sa valeur ne constitue pas un multiple de 4 octets, 32 bits, le champ padding que nous avons tout ici au bout, le champ padding est utilisé pour compléter au multiple de 32 bits suivants. En effet, TCP est optimisé pour travailler sur des mots de 32 bits. En plus, le champ option a une taille variable, suivant qu'une option est renseignée ou non. Le padding est généralement constitué d'une suite de bits à 0. Par la suite, nous avons une partie que nous appelons des bits réservés. Une suite très importante de 9 bits appelée drapeau. Chacun de ces bits joue un rôle précis que nous allons voir bientôt. Une somme de contrôle ou checksum que nous avons ici sur 16 bits permet de vérifier l'intégrité du segment. En tête, données et même les informations de la couche réseau qui sont l'adresse IP source, IP destination, protocole de couche 3. Pour calculer le checksum, TCP va fabriquer en effet un segment et y adjoindre toutes les informations de couche 3. On parle de pseudo-entête IP avant le calcul du checksum. Parce qu'au niveau de la couche 3, comme nous le verrons plus tard, il n'y a pas un mécanisme de contrôle du paquet. La longueur totale de l'entête que nous avons ici va contenir la longueur totale de cette entête que nous avons du port source jusqu'à la fin du padding. Et après cette entête, nous aurons la partie données. Si la prise en charge avait été faite par le protocole UDP, nous aurions obtenu ceci. Une entête plus simple avec seulement 4 champs. On peut dire qu'avec UDP, nous voyageons léger. Avant de poursuivre, regardons la partie données de TCP et UDP. Examinons plus en détail certains champs contenus dans une entête TCP. Commençons par les numéros de port. C'est quoi un numéro de port? C'est un nombre compris entre 0 et 65 535, identifiant un service réseau au sein d'un hôte. Cet hôte pouvant être un serveur de messagerie, un serveur web, un serveur de fichiers ou un pare-feu. Les ports sont classés en catégories. Nous avons dans la première catégorie les ports bien connus, dont la valeur varie entre 0 et 1023. Ces ports sont gérés strictement par l'IANA. L'IANA, c'est Internet Assigned Numbers Authority. Parmi ces ports, nous pouvons citer le port 80, qui héberge un serveur web avec un service non sécurisé.
le port 443-443 qui représente le service web sécurisé HTTPS. Nous avons le service DNS, le service de résolution de nom DNS, qui est ouvert sur le port 53. Nous avons le service de connexion à distance pour la gestion des équipements SSH, qui écoute sur le port 22. Nous avons le service SMTP, qui écoute sur le port 25, et la version sécurisée par SSL, qui écoute sur le port 465. SMTP avec la version sécurisée par TLS qui écoute sur le port 587. SMTP et SMTPS sont utilisés pour l'envoi des messages, tandis que POP3S, POP3 est la version non sécurisée, POP3S est la version sécurisée. POP3 écoute sur le port 110, tandis que POP3S écoute sur le port 995. IMAP-S est un autre protocole de réception des messages. La version non sécurisée IMAP écoute sur le port 143, tandis que la version sécurisée écoute sur le port 993. Les protocoles POP3 et IMAP permettent d'accomplir la même mission, mais il y a une différence fondamentale entre les deux. IMAP permet de consulter nos mails directement sur le serveur via notre client de messagerie, alors que POP3 télécharge les mails dans le client local Outlook, par exemple. Si vous perdez un appareil avec le client de messagerie configuré avec IMAP, vous récupérerez tous les mails qui sont toujours sur le serveur. C'est le cas pour la plupart d'entre nous lorsque nous changeons de téléphone ou lorsque nous le perdons. Aussitôt le compte de messagerie reconfiguré, les mails se rendent de nouveau disponibles sur le nouvel appareil. Nous avons le protocole SNMP qui écoute sur les ports 161 et 162. Soyons un peu plus précis. SNMP permet de suivre l'état des équipements réseau, l'utilisation du CPU ou de la RAM, la température de l'équipement, le statut des interfaces, le volume du trafic par interface réseau, la configuration du réseau, etc. Pour fonctionner, SNMP dispose d'un manager et des équipements à gérer appelés agents. Les agents écoutent les demandes du manager sur le port 161, alors que le manager écoute les notifications des agents sur le port 162. Le service de transfert de fichiers est assuré par les protocoles FTP ou en version sécurisée FTPS. FTP écoute sur les serveurs FTP écoutent sur les ports 20 et 21. La version sécurisée de FTP qui est FTPS écoute sur le port 990 et une autre version qui est SFTP écoute sur le port 22. C'est ce dernier qui est recommandé. Nous en parlerons en détail dans la certification CCNP Security. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième catégorie de ports est constituée des ports dits enregistrés, qui varient entre 1024 et 49 151. Ils sont utilisés par des applications spécifiques. On les appelle ports enregistrés parce qu'ils sont officiellement déclarés, réservés et enregistrés auprès de l'IANA par des éditeurs de logiciels comme Microsoft, Oracle, etc., qui souhaitent attribuer un numéro de port unique à leur application ou service. Ces entreprises peuvent demander officiellement à l'IANA de leur attribuer un numéro de port dans cette plage. Une fois validé, le port devient officiel et public dans le registre de l'IANA. Les autres éditeurs ne peuvent plus l'utiliser. Les pare-feux, les systèmes de détection et de prévention d'intrusion, les proxys les reconnaîtront désormais et vont les intégrer dans leur base de données. À titre d'exemple, nous pouvons citer port 3389
pour le bureau à distance dans les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, le port 1433 pour le système de gestion de base de données Microsoft SQL Server, le port 3306 pour le système de gestion de base de données MySQL. Nous avons une dernière catégorie qui est constituée des ports, non, pas une dernière catégorie, nous avons les ports Radius, 1812 pour le service Radius Authentification et Autorisation, le 1813 pour le service Radius Journalisation. Nous reviendrons sur le protocole Radius, sa configuration et tous les détails dans la certification CCNP Security. La troisième catégorie est constituée des ports dits dynamiques. Les ports dynamiques ont une valeur qui varie entre 49 152 et 65 535. Un port dynamique est attribué automatiquement par le système d'exploitation lorsqu'une application veut initier une connexion vers un serveur. Exemple, lorsque vous saisissez dans le navigateur www.rolandpayon.com, un port dynamique est généré comme port source par le système d'exploitation de la machine hôte, soit un nombre entre 49 152 et 65 535. Le port de destination peut être un port bien connu ou un port enregistré. Si le service destination est le service web, le port pourrait être le port 443. Pourquoi le terme dynamique est utilisé pour désigner les ports de cette catégorie? Parce qu'il change à chaque nouvelle connexion. Il est attribué à la demande. Il se libère automatiquement quand la connexion est fermée. Il n'y a aucune réservation officielle, contrairement aux ports bien connus ou enregistrés. Chaque système d'exploitation gère sa propre stratégie d'allocation en local. Regardons en pratique un exemple avec la commande netstat. Cette capture d'écran est le fruit de l'exécution de la commande netstat avec les paramètres -A, N et O. -A pour afficher toutes les connexions et tous les ports d'écoute. -N pour afficher les adresses et numéros de port en format numérique. -O pour afficher l'identificateur du processus propriétaire associé à chaque connexion. La première colonne renvoie au protocole de couche transport, TCP ou UDP. La deuxième est l'adresse IP et le port local. La troisième est l'adresse sur l'équipement distant. La quatrième colonne renvoie l'état de la connexion. Pour terminer, nous avons la cinquième colonne qui nous donne le numéro du processus qui a initié cette connexion. Analysons quelques-unes de ces lignes. La ligne 1. Le protocole de couche transport est TCP. L'adresse locale est 0.0.0.0, ce qui signifie que le service écoute sur toutes les interfaces réseau de la machine. L'état est listening. Le service est ouvert sur le port 80 et est en attente de connexion. Le processus local a pour numéro d'identification 1048. Regardons à présent la ligne 2. Ici, l'état de la connexion est à Establish. C'est-à-dire qu'une connexion est établie entre la machine locale ayant pour adresse IP 192.168.1.10 sur le port dynamique 51 534 et la machine distante ayant pour adresse IP 142.250.190.36 sur le port 443. La machine distante est donc un serveur web. Le processus en local a pour identifiant 3240. Examinons à présent la ligne 5.
Ici, l'état de la connexion est également à establish, c'est-à-dire qu'une connexion est établie entre la machine locale ayant une adresse IP en version 6 sur le port dynamique 52988 et la machine distante ayant également une adresse IP en version 6 sur le port 443. La machine distante est donc un serveur web également. Le processus en local a pour identifiant 3240. Le fait d'avoir le processus 3240 pour les deux connexions signifie qu'au niveau application, il s'agit du même logiciel qui accède à différents sites web. On pourrait en déduire qu'il s'agit d'un navigateur comme Firefox ou Google Chrome par exemple. Examinons à présent la première ligne supportée par le protocole UDP. La machine locale exécute un client DHCP qui écoute sur le port 68. Cette machine peut recevoir une configuration TCP/IP d'un serveur DHCP à tout moment. Puis, regardons la dernière ligne supportée par UDP. Protocole de couche transport UDP, comme nous l'avons mentionné. Cette dernière ligne nous montre que l'hôte exécute le service SSDP, Simple Service Discovery Protocol, dont le port d'écoute est le port enregistré 1900. Ce protocole assure le service de recherche et de découverte automatique des périphériques réseau comme les imprimantes, les téléviseurs intelligents. Maintenant que nous avons compris le rôle des ports dans l'entête des segments et datagrammes TCP et UDP, regardons le rôle du champ drapeau. C'est un champ de longueur totale 9 bits, chaque bit ayant un rôle spécifique. Lorsqu'un segment quitte la couche transport, le drapeau permet de comprendre la mission qui lui a été assignée. Le drapeau peut être vu comme une suite de 9 bits. Que signifie chacun d'eux? Le bit fin indique que l'émetteur a fini d'envoyer les données. Il est utilisé pour marquer une fermeture propre de connexion, alors que le bit RST est utilisé pour réinitialiser une connexion. C'est une fermeture immédiate qui est faite suite à un port fermé, c'est-à-dire à la demande d'un service sur un port fermé, ou une erreur dans un segment, une erreur ou la réception d'un paquet inattendu. Par la suite, nous avons le bit SYN. Il sert à établir une connexion TCP, synchroniser les numéros de séquence. Il est utilisé pour l'ouverture de connexion. Nous avons le bit PUSH qui demande à l'autre de remettre immédiatement les données à l'application sans passer par la mémoire tampon ou sans attendre que la mémoire tampon soit complétée. Le bit ACK pour accusé de réception indique que le champ accusé de réception est valide. Il est utilisé dans presque tous les segments TCP après le handshake. Des 9 bits, les 5 premiers sont les plus utilisés. Les bits ECE et NS sont liés. L'ECN, ou notification de congestion explicite, utilise les bits ECE et CWR pour gérer la congestion. Il s'agit de quoi concrètement? Les routeurs et commutateurs compatibles ECN peuvent marquer les paquets lorsqu'ils détectent que le réseau est congestionné. Une file d'attente proche de la saturation par exemple. Le routeur marque le segment au lieu de l'abandonner, ce qui indique explicitement au processus TCP émetteur, attention, congestion détectée. Ceci en marquant le bit ECE à 1. L'autre qui reçoit un segment avec le bit ECE à 1, c'est qu'il doit réduire la taille de sa fenêtre. Pour confirmer cette réduction, il définit le bit CWR à 1 dans les prochains segments. Il peut également calculer un nonce sum, puis positionner alors le bit NS à 1 pour indiquer au récepteur
qu'il doit vérifier que les signaux ECE et CWR reçus sont légitimes. Regardons quelques exemples de drapeaux dans un réseau réel. Là, nous avons un premier drapeau où un client envoie un segment avec le bit de synchronisation positionné à 1. Il essaye de prendre contact avec un autre distant. L'autre distant répond en accusant réception. Il positionne le bit d'accusé de réception à 1. Mais surtout, il envoie également un segment contenant le bit de synchronisation positionné à 1. Puis, nous avons un segment avec le drapeau qui montre que c'est un envoi de données. Nous faisons un push. Avec accusé de réception, nous faisons un push, c'est plutôt ce bit. Et accusé de réception du segment ou des segments précédents. Ici, nous avons un drapeau qui nous montre que l'hôte signale une congestion en positionnant le bit ECE à 1. Accuse réception du segment ou des segments précédents. Pour terminer avec ces exemples, nous avons un hôte qui a reçu un segment avec le bit ECE à 1 et il positionne à son tour le bit CWR à 1 pour dire « J'ai été informé qu'il y a congestion dans le réseau. Je vais donc de ce fait réduire la taille de ma fenêtre. » Et il accuse également réception du segment précédent ou des segments précédents et positionne le bit NS à 1 pour un contrôle de sécurité complémentaire. Ceci dit, présenter ainsi peut sembler abstrait. Regardons ce qui se passe lorsque deux personnes se rencontrent et comment est-ce que la conversation peut se dérouler. Bonjour Roland, merci, bonjour Noah. Ceci peut, en fonction des cultures, être accompagné d'une main serrée, d'un coude à coude, d'un poignet, d'une embrassade, voire un petit câlin. Qu'en est-il des machines? Lorsque deux machines doivent communiquer en réseau, au niveau de la couche transport, une décision importante doit être prise. La conversation est-elle orientée connexion ou non orientée connexion? Imaginez deux amis qui veulent vous rendre visite. Le premier s'appelle TCP. Il vous appelle au téléphone, s'assure que vous êtes à la maison et disponible pour le recevoir. Vous confirmez votre présence et vous vous rendez disponible pour l'accueillir. Le second s'appelle UDP. Il se pointe sans rendez-vous, souvent à l'heure du repas. Si vous êtes là, tant mieux, sinon il retourne chez lui et va essayer un autre jour. En réseau informatique, TCP et UDP sont deux protocoles de couche transport qui ont exactement ce comportement. TCP est orienté connexion. En d'autres termes, lorsqu'une conversation est supportée par TCP, l'autre qui initie cette conversation, appelons-le pour la circonstance le client, commence par envoyer un message de synchronisation. C'est un peu le bonjour chez les humains et attend la réponse de l'autre destination. Appelons-le le serveur. Ici, le client est le navigateur Mozilla Firefox. Dans son segment de synchronisation, il dit que son numéro de séquence est 1500 et que la taille de sa fenêtre est de 100 octets. C'est quoi le numéro de séquence? Le numéro de séquence permet d'identifier chaque octet, de remettre en ordre chaque octet à destination et de gérer la retransmission en cas de perte d'un segment. La taille de la fenêtre renvoie à quoi? La taille de la fenêtre signifie que le client peut envoyer jusqu'à 100 octets au serveur sans recevoir un accusé de réception. Le serveur qui reçoit un signe accuse réception et envoie à son tour un message de synchronisation au client avec les informations de numéro de séquence d'accusé de réception et la taille de sa fenêtre. Ici, le serveur est en train d'informer le client que il accuse réception du segment dont le numéro de séquence était 1500 et il lui demande d'envoyer le segment de numéro
de séquence 1501. En même temps, il lui dit, lorsque je vais t'envoyer mes données, le premier octet va commencer par 5000. Et je peux t'envoyer jusqu'à 900 octets sans accuser de réception. Donc, la taille de la fenêtre pour le serveur est de 900. Pour le client, la taille est de 100. Le client envoie lui aussi, pour terminer l'ouverture de la session, un message d'accusé de réception, tout en lui demandant d'envoyer le premier segment dont le premier octet est numéroté 5001. Numéro de séquence du premier segment, 1501, et dans le numéro d'accusé de réception, il lui dit « J'ai bien reçu ton message de synchronisation disant que ton numéro de séquence commence par 5000. Je suis prêt à recevoir les données dont le numéro de séquence commence par 5001. Ma fenêtre, je la maintiens toujours à 100. » On parle de three-way handshake. Par la suite, le serveur va donc procéder à l'envoi des données. Un premier segment de longueur 300 octets pour la partie donnée. Un deuxième segment de longueur 300 octets. Un troisième segment de longueur 300 octets. Le client peut à présent accuser réception car la fenêtre du serveur est de 900 octets. Et le serveur ne peut plus envoyer de données jusqu'à ce qu'il reçoive un accusé de réception disant que les 900 premiers octets ont bien été reçus. Nous remarquons que le client accuse réception en disant « Tu peux à présent envoyer le segment dont le numéro de séquence commence par 5901. » En d'autres termes, il a bien reçu les octets de 5001 à 5900. Il accuse réception en disant « Je suis prêt à recevoir les octets suivants en commençant par le numéro 5901. » Une fois les données entièrement envoyées par le serveur, le client peut solliciter de nouvelles données en cliquant par exemple sur un lien. L'utilisateur active la nouvelle demande, ou alors s'il n'y a plus de nouvelle demande, le client peut fermer tout simplement la communication. Le processus de clôture est similaire à celui de l'ouverture. Regardons ce qui se passe lorsque le client n'a plus de données à demander au serveur et le serveur n'en a plus à envoyer au client. Le processus de clôture de connexion ou four-way handshake. Il envoie un message sans contenu de longueur nulle avec le bit de fin dans le drapeau positionné à 1. Nous avons ici un bit de fin positionné. Le client n'a plus de données à envoyer ou de nouvelles requêtes à envoyer au serveur. Il envoie un message sans contenu ou alors un message de longueur nulle avec le bit fin positionné à 1. Le serveur va répondre en accusant réception, en lui disant également « Mon numéro de séquence est 5901 », ça veut dire que du numéro de séquence précédent, il n'y aura pas de nouvelles données. Donc, on passe de 5901 à 5901. Et j'accuse réception de l'octet 1601 que tu m'as envoyé. Et il confirme cela en disant, en demandant le segment de numéro 1602. Par la suite, il va également envoyer un signal de fin, un segment de fin de clôture en positionnant lui, à son tour le bit fin à 1. La clôture va se faire côté client qui va dire « J'accuse réception de l'octet 5901. Le numéro de séquence est 1602. » Il n'y a pas eu évolution du côté client comme du côté serveur. La connexion s'est fermée proprement. Lorsque la connexion se ferme proprement, le client va passer dans un état qu'on appelle time wait. Quel est le but du time wait? Le time wait est un état dans lequel le côté qui envoie le dernier acte, lors de la fermeture, le client dans 99% des cas,
doit attendre un certain temps avant de libérer complètement la connexion. Quel est le but du time wait? S'assurer que le dernier acte a bien été reçu. Empêcher la réutilisation immédiate du couple IP-port. Tout au long d'une conversation entre un client et un serveur, le système d'exploitation met à la disposition du processus client, du navigateur Firefox pour ce qui est de notre exemple, un numéro de port dynamique. Lorsqu'une conversation TCP ou UDP se termine, le port doit se libérer pour être disponible pour de nouvelles connexions. C'est une ressource épuisable. Le time wait est donc comme un compteur qui, lorsqu'il va s'épuiser, va autoriser le système d'exploitation à attribuer le numéro de port à une nouvelle connexion. Il y a beaucoup de points à développer rien que sur le time wait. Les retransmissions en cas de perte d'erreur, le calcul du time wait. Dans les cours à venir consacrés à la sécurité, nous reviendrons sur les attaques DDoS et nous verrons par exemple qu'un hacker peut saturer un serveur avec des time wait. Abonnez-vous, le meilleur est déjà au labo. Procédons à présent, pour résumer, à la comparaison de TCP à UDP. Le protocole TCP est orienté connexion, c'est-à-dire qu'avant que deux autres commencent l'échange des données, le processus three-way handshake que nous venons de voir doit se faire et se terminer avec succès. Par ailleurs, tout au long de la communication, les autres en communication maintiennent à jour des informations clés, comme le numéro de séquence, le numéro d'accusé de réception, la taille de la fenêtre, l'état de la connexion. Nous avons vu que l'état pouvait être par exemple established, time wait, listening, etc. Concernant le contexte d'utilisation, UDP est adapté pour les communications temps réel, comme en téléphonie, dans les live streaming, autant pour moi, les jeux en ligne, les visioconférences. Bref, lorsque la vitesse, la simplicité et le temps réel sont plus importants que la fiabilité absolue. TCP utilise les mécanismes tels que la taille de la fenêtre pour contrôler le flux des données, les bits ECE, CWR et NS du drapeau pour contrôler les congestions. En cas d'erreur dans un segment ou de perte d'un segment, TCP peut retransmettre le segment alors que UDP va tout simplement l'abandonner. TCP est également considéré comme un protocole fiable. Pour atteindre ce critère de fiabilité, TCP identifie tous les segments et réordonne ces segments à destination. Il peut retransmettre un segment en cas de perte ou en cas d'erreur constatée. UDP transmet ces datagrammes dans un ordre qui n'est pas garanti à la destination. UDP, lorsqu'il envoie ces datagrammes, l'ordre n'est pas garanti. Aucune retransmission n'est planifiée en cas d'erreur ou de perte d'un datagramme côté UDP. Voilà en résumé la différence entre TCP et UDP. En fonction du contexte, on a quelques protocoles qui vont utiliser tantôt UDP, tantôt TCP. Il est important de comprendre cette petite subtilité car l'usage de TCP ou d'UDP par un protocole de la couche application n'est pas exclusif. Regardons cela avec la prochaine diapositive. DNS va utiliser sur le port 53 UDP sur le port 53 pour faire des requêtes DNS d'un client vers un serveur DNS. Cependant, entre serveurs DNS, une opération de synchronisation ou de transfert de zone d'un serveur DNS vers un autre doit être fiable. Dans ce cas, DNS utilise TCP sur le même port 53. LDAP est un protocole de gestion des annuaires. LDAP utilise UDP pour la découverte rapide des contrôleurs de domaine, mais utilise TCP pour les opérations de gestion des annuaires comme la recherche, l'ajout, les modifications, les suppressions dans l'annuaire. Syslog utilise UDP
sur le port 514 pour l'envoi des logs depuis les équipements réseau, switch, routeur, firewall, vers un serveur central. Mais si nous sommes dans un environnement où les logs sont critiques pour la sécurité, c'est TCP qui sera configuré sur le port 514 et de plus en plus sur le port 6514 pour syslog sur TLS ou la version plus sécurisée de syslog. Le protocole Radius, utilisé pour implémenter le AAA en entreprise. Son implémentation en TCP est la plus courante. Dans les environnements critiques, on utilisera RadSec pour Radius over TLS sur le port 2083. Regardons pour terminer le protocole SIP. Il n'est pas rare que dans une série TV, vous entendez un acteur dire « Passez-moi sur la ligne sécurisée telle personne ». Techniquement, qu'est-ce que cela signifie? Que si nous sommes sur un téléphone IP, alors une session TCP sécurisée va être établie via le protocole SIP-S. Les clés de chiffrement seront échangées via SDES ou des DTLS SRTP. La voix sera transmise de façon chiffrée à l'aide du protocole SRTP et nous allons avoir une connexion sécurisée de bout en bout et cryptée et chiffrée, tout ce que vous pouvez imaginer concernant, pas tout ce que vous pouvez imaginer, mais une connexion chiffrée de bout en bout, sécurisée, dont le contenu, même s'il est intercepté par un pirate, ne peut déduire son contenu. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. À présent, vous êtes capable d'expliquer la structure d'un segment TCP et d'un datagramme UDP, d'expliquer les mécanismes three-way handshake et four-way handshake qui font partie du fonctionnement de TCP. Vous avez également appris à analyser la sortie d'une commande très importante, la commande netstat. Et pour terminer, vous êtes désormais à même de comparer TCP à UDP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et laissez-nous un commentaire ou une question sur un point qui n'est pas clair pour vous. À bientôt. C'était Monsieur P.